Bonjour. La France reconnaît désormais l'État palestinien. Vous allez nous dire si vous croyez à cet État, comment vous voyez la suite, sa concrétisation ou les embûches sur le chemin de la paix. Vous qui connaissez parfaitement les arcanes de la diplomatie, vous qui avez été ambassadeur de France en Israël, aux États-Unis, aux Nations Unies. Mais d'abord, on écoute le président hier soir à la tribune de l'ONU à New York. Nous sommes là car le temps est venu. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. C'est un discours historique et un moment historique, Gérard Araud. Oui, je le crois. C'était un beau discours. Et en tant que Français, je pense qu'on pouvait être fier de ce discours. Mais j'essaye en permanence, un peu contre l'impossible, de dire que la reconnaissance de l'État palestinien, ce n'est qu'une petite partie de l'initiative de paix franco-saoudienne. Ça fait 6 à 8 mois que la France et l'Arabie saoudite travaillent ensemble pour obtenir le soutien des pays arabes, de la communauté internationale, qui disent très clairement: nous voulons exclure le Hamas de tout règlement de paix. Nous voulons avoir une autorité palestinienne légitime, fondée sur des élections. Et on va dérouler jusqu'à 9h tous ces points absolument primordiaux, mais il y a un point très important. On a vu évidemment la délégation palestinienne applaudir, Mahmoud Abbas en visio, mais on a aussi vu la chaise vide, non seulement des États-Unis, mais des Israéliens. Oui, vous avez raison, parce que souvent, on parle de la reconnaissance ou de l'initiative française dans l'absolu. La diplomatie, c'est la réalité. Or, la réalité, c'est que nous avons en face, nous avons un gouvernement israélien totalement intransigeant, qui est en train de lancer une nouvelle opération à Gaza, alors que depuis 2 ans, plus de 200 000 Palestiniens, selon un ancien chef d'état-major israélien, ont été tués ou blessés, et avec un gouvernement qui a dit: il n'y aura jamais d'État palestinien, cette terre nous appartient. Donc, d'une certaine manière, face à cette intransigeance israélienne appuyée par les Américains, la France, avec tous ses partenaires, essaye de rappeler le droit international et le bon sens. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas 2 États. Gérard Araud, vous dites la diplomatie, c'est aussi la réalité, mais cette reconnaissance est-elle réaliste pour vous, ou alors c'est un coup diplomatique du président plutôt réussi, mais qui n'aura aucune conséquence? Vous, est-ce que vous y croyez à cet État palestinien? Alors, moi, ce que je pense, c'est que le président de la République, et d'ailleurs avec tous nos partenaires, l'Arabie saoudite, puis vous savez, il y a quand même derrière nous des pays comme la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, qui ne sont quand même pas des pays hostiles aux États-Unis et à Israël. Donc, c'est une manière de dire aux Israéliens: voilà, on vous propose un cadre de négociation. Des Palestiniens qui sont légitimés, des Palestiniens qui se sont débarrassés du Hamas, si vous voulez négocier. Et donc la question que vous posez, c'est la question qu'on doit poser au gouvernement à Jérusalem, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne veut pas négocier. Et juste, Emmanuel Macron avait posé beaucoup de conditions en amont à cette reconnaissance, et finalement il a renoncé à toutes ces conditions, notamment la libération des otages, etc. Pourquoi ? Alors, mais non, il n'a pas. Vous savez, quand on pose les conditions, la première question à faire, c'est de dire: est-ce qu'elles sont réalistes ? Et comment voulez-vous libérer les otages aujourd'hui, alors qu'Israël, depuis 2 ans, a rasé la bande de Gaza, il n'y est pas parvenu. Donc, on ne peut libérer les otages que si on s'engage dans un processus politique. Israël ne fait que du militaire, il faut faire aussi du politique. Et comme Emmanuel Macron l'a dit, c'est lancer un processus dont la logique est, comme je l'ai dit, exclure le Hamas et libérer les otages. Mais vous savez, le gouvernement israélien lui-même dit que sa priorité n'est pas la libération des otages, justement. Mais il dit au contraire, pour lui, c'est la victoire totale. Vous parlez du gouvernement israélien. L'un des premiers effets de cette reconnaissance pour l'instant, c'est la radicalisation de Benyamin Netanyahou, qui vient de lancer une grande offensive terrestre dans Gaza. On l'écoute, c'était dimanche. J'ai un message clair pour tous les leaders qui reconnaissent un État palestinien après le terrible massacre du 7 octobre. Aucun État palestinien ne sera créé à l'ouest du Jourdain. Il fera tout pour l'empêcher. Est-ce qu'il le peut encore, malgré la reconnaissance de plusieurs pays, dont la France? Naturellement, vous savez, de nouveau, ça n'a rien à voir avec la reconnaissance. Ce gouvernement, à l'évidence, poursuit 2 objectifs. L'un, c'est le nettoyage ethnique à Gaza. Ils le disent, ils veulent rendre Gaza invivable. Pourquoi rendre Gaza invivable? C'est pour obliger les Palestiniens à partir. Et de l'autre côté, en Cisjordanie, ils harcèlent tous les jours, de manière extrêmement violente, la population palestinienne, parce qu'ils veulent
annexer la Cisjordanie. Donc un État est impossible factuellement, pour l'Israël, aujourd'hui, avec ce gouvernement israélien, un État est impossible. Mais Israël, c'est une démocratie. On voit, je trouve qu'on ne voit pas assez sur les écrans à quel point tous les jours il y a des manifestations, la population israélienne proteste, demande, les familles des otages demandent l'arrêt des hostilités et la négociation. Il y a une vraie opposition à Benjamin Netanyahou. Il y a une vraie opposition à Benjamin Netanyahou. Il y a une vraie opposition au gouvernement israélien et donc à Benjamin Netanyahou. Israël est une démocratie vibrante qui est sous le traumatisme du 7 octobre, hein, qui a visiblement qui pèse sur ce pays, sur lequel déjà pèse une histoire infiniment tragique. Et donc, Benjamin Netanyahou n'est pas éternel. Il y aura tôt ou tard des élections en Israël où les Israéliens, croyez-moi, régleront leurs comptes, et notamment pour le fiasco du 7 octobre. Hein, c'est quand même un fiasco sécuritaire israélien énorme. Et donc, nous devons, le jour où l'électorat israélien se prononcera, leur dire voilà, vous avez un interlocuteur pour négocier. Et avoir ce plan de paix. En attendant, c'est Joshua Jarkal, ambassadeur d'Israël en France, qui le disait sur RTL ce matin, la France devient un agent déstabilisateur au Moyen-Orient. Est-ce qu'il faut s'attendre à des représailles de la part d'Israël après cette reconnaissance? Vous savez, ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand, hein, et donc et la diplomatie israélienne en général n'est pas une grande lectrice de Talleyrand, et on peut le regretter. Mais oui, il y aura, je pense, des représailles. Alors, les représailles... Par exemple, la fermeture du consulat, par exemple? Alors, ça dépend. Ils peuvent faire beaucoup de choses pour rendre impossible la vie de mes collègues diplomates, qu'ils soient à Tel Aviv ou à Jérusalem. La fermeture du consulat général de France à Jérusalem, pourquoi pas. Mais j'espère... Quoi d'autre? J'espère... Oh, ils peuvent, vous savez, ils peuvent... Tout simplement, à mon avis... En matière d'échange de renseignements, de coopération? Alors... Ça, vous savez, dans le domaine du renseignement, les gens sont des pragmatiques, hein, et ils savent que c'est leur intérêt d'échanger, et ils continuent d'échanger. Non, ils peuvent très bien, par exemple, mon successeur, l'ambassadeur de France à Tel Aviv, peut très bien ne plus avoir de contact, c'est-à-dire vous demander des rendez-vous et plus personne ne vous reçoit. Je parle des officiels, hein, c'est tout à fait possible. Vous ghostez l'ambassadeur, quoi. Voilà, tout à fait. Répondre. Tout à fait. On peut aussi ne pas donner de visa lorsqu'il faudra remplacer un diplomate, on nomme un nouveau, et les Israéliens ne lui donnent pas de visa. On peut aussi fermer. Alors, vous avez le consulat à Jérusalem, qui d'ailleurs est un cas particulier, parce que c'est pas un consulat en Israël, hein, je le rappelle, puisque nous ne reconnaissons pas la souveraineté israélienne sur Jérusalem et sur les territoires, et sur la Cisjordanie et Gaza. Vous pouvez aussi fermer le consulat de France à Haïfa. Donc, tout ça, je dirais que ils sont obligés, dans leur logique, de réagir. Et ensuite, on verra si c'est une réaction plus ou moins brutale. Mais en tout cas, il y a un espoir que je porte, c'est que ce soit de notre côté, œil pour œil, dent pour dent. Ils ferment un consulat, nous fermons un consulat. Gérard Haro, que peut faire la France maintenant? Hier, Emmanuel Macron a dit « J'attends que les pays arabes reconnaissent Israël ». Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans cette direction? D'abord, il y avait, vous savez, il y a un grand mouvement de rapprochement en Israël, avec Israël dans les pays arabes. Les trois principaux pays arabes sont en crise. L'Irak, parce que nos amis américains l'ont mis à bas. La Syrie. Alors la Syrie sort à peine d'une guerre civile et le nouveau dirigeant ne cesse d'envoyer des messages qu'il veut parvenir à une coexistence pacifique avec Israël. Et le nouveau Premier ministre du Liban, que je connais personnellement bien, j'étais son collègue à New York, est l'homme le plus modéré de la Terre et veut désarmer le Hezbollah. Donc je dirais que la question est plus du côté d'Israël. Parce que fait Israël en Syrie? Il bombarde. Que fait Israël au Liban? Il bombarde. Il y a une Mais il y a beaucoup de pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël. Vous savez, vous avez aujourd'hui, si l'on parle de la région, hein, vous avez les monarchies du Golfe ont d'excellentes relations avec Israël, soit officielles, qu'ils ont reconnues, soit officieuses. Vous savez, on dit souvent l'Arabie Saoudite, il faut qu'elle signe les accords d'Abraham. Mais la signature des accords d'Abraham... Ce sont des accords entre les Émirats arabes unis et Israël, notamment. Voilà. Que l'Arabie Saoudite, je vais choquer les auditeurs, mais les Saoudiens, ça fait 20 ans qu'ils couchent avec les Israéliens. En réalité, les accords d'Abraham, ce serait simplement transformer une liaison en un mariage. Moi, j'ai été à Riyad et je rencontrais des Israéliens portant kippa dont l'avion arrivait de Jérusalem.
Que répondez-vous aux observateurs, pas seulement israéliens, qui considèrent que cette reconnaissance de l'État de Palestine est une victoire du Hamas? Et là-dessus, on va se reconnecter aux archives très récentes d'hier soir du président de la République hier à l'ONU. Voici ce que déclarait Emmanuel Macron. Cette reconnaissance de l'État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour tous ceux qui attisent la haine antisémite et veulent la destruction de l'État d'Israël. Victoire ou défaite pour le Hamas, monsieur l'ancien ambassadeur? Mais c'est une défaite parce que l'autorité palestinienne, qui va représenter qui est l'État palestinien, l'autorité palestinienne combat le Hamas et cela depuis des années. En 2007, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza en tuant des centaines d'agents de l'autorité palestinienne. On le sait très bien. Et d'ailleurs, le président Abbas l'a répété hier en disant « Nous voulons exclure le Hamas de cette affaire ». Mais le peut-il? A-t-il un réel pouvoir, Mahmoud Abbas? Mais vous avez à Gaza, c'est une question que vous devez poser à Israël. À Gaza, ce que vous avez, c'est une population qui n'en peut plus, qui manifeste tous les jours contre le Hamas. Ils soutiennent encore le Hamas. Et en réalité, ce qu'Israël aurait pu faire, mais n'a pas voulu faire parce qu'il fallait faire de la politique, c'était favoriser l'apparition d'une autorité alternative au Hamas dans la bande de Gaza. Il fallait faire de la politique. Mais Israël ne fait que du militaire, parce que faire de la politique, c'était remettre sur la table la question de l'État palestinien. Et une dernière question sur ce sujet. Mahmoud Abbas, qui appelle le Hamas à rendre les armes, ça a un poids, ça ? Oui, je pense que c'est un poids, parce que derrière Mahmoud, il n'y a pas que Mahmoud Abbas, hein. Vous avez l'ensemble des pays arabes, et l'ensemble des pays arabes qui disent, dans le cadre de la Ligue arabe, qui disent qu'ils sont prêts à participer à la gouvernance provisoire, temporaire, de la bande de Gaza. C'est un message fort. Et de nouveau, vous savez, quand un collaborateur me disait non, ça ne va pas marcher, je lui répondais toujours, alors proposez-moi une autre solution. Et donc ceux qui disent il fallait d'abord que le Hamas, moi chaque fois je dis mais comme personne ne le fera, ça veut dire que vous vous opposez en réalité à toute initiative. La diplomatie, c'est toujours des solutions qui sont temporaires, imparfaites, contingentes. On essaye dans une situation toujours impossible, de faire au mieux et d'avancer. Et là, je pense que la France a avancé dans la bonne direction. Et vous nous donnez les clés pour comprendre, avec votre expérience d'ancien ambassadeur Gérard Haraud. Dans un instant, que peuvent faire les États-Unis? Les États-Unis sont-ils encore notre allié? D'ailleurs, quel regard portent-ils sur la France? Mais tout de suite, c'est l'info. En 1 minute, il est 8h46 et c'est avec Jeanne Mézia. La fierté de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. Les félicitations de Kylian Mbappé, son coéquipier Ousmane Dembélé, récompensé hier du Ballon d'Or, élu meilleur joueur de l'année. Il devient le 6e Français à soulever ce trophée. Les enquêteurs qui ont travaillé sur la disparition de Delphine Jubilard à la barre de la cour d'assises du Tarn. Aujourd'hui, ils seront interrogés sur les faits. Il y a près de 5 ans, le corps de l'infirmière n'a jamais été retrouvé. Son mari, le principal suspect dans l'affaire, nie toujours les faits. Donald Trump fait un lien entre le paracétamol et l'autisme chez l'enfant sur la base d'une rumeur. Le président américain le dit lui-même et déconseille aux femmes enceintes de prendre ce médicament alors qu'aucun lien entre le paracétamol et l'autisme n'est établi. Plus de 60 000 morts liés à la chaleur durant l'été 2024 en Europe. C'est la conclusion d'une étude qui pointe un taux de mortalité très important chez les plus de 75 ans. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Gérard Haraud, ancien ambassadeur en Israël, aux États-Unis et aux Nations Unies notamment. Qui a la clé de ce conflit, Paul? Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas langue de bois. Vous aviez comparé Donald Trump à un vieux roi un peu capricieux, imprévisible et mal informé. Est-ce que le seul qui a la clé aujourd'hui, c'est lui, c'est Donald Trump? Ce sont les États-Unis. Oui, je crois que ce sont les États-Unis qui sont les seuls qui peuvent exercer une influence sur Israël. Je me rappelle quand j'étais ambassadeur à Tel Aviv, Israël manifeste la plus grande indifférence au reste du monde. Les Israéliens sont plus ou moins convaincus que le reste du monde est antisémite, mais il n'y a qu'un allié qui, par son soutien, joue un rôle central en Israël, et cet allié, ce sont les États-Unis. Pardon, non, juste sur l'antisémitisme, il faut dire aussi qu'en France, il explose et que c'est aussi une réalité. Il y a énormément d'antisémitisme de par le monde.
Ah oui, non, c'est une épouvantable. Et d'ailleurs, c'est pas seulement en France, hein, c'est aux États-Unis aussi où le nombre des actes antisémites a quadruplé, hein, ce que l'ambassadeur des États-Unis en France avait oublié en nous admonestant. C'est évident. Il y a aujourd'hui, je crois qu'en France, 57% des actes antiracistes, d'origine raciste, sont des actes aux dépens de nos concitoyens juifs. Donald Trump, qui aime particulièrement les rapports de force, que vous aviez comparé donc à un vieux roi un peu capricieux. Est-ce que cette reconnaissance d'Emmanuel Macron d'un État palestinien, ça peut le crédibiliser aux yeux du président américain, Emmanuel Macron, qui a assumé d'aller contre l'avis des États-Unis? Non, vous savez, Donald Trump personne n'est vraiment crédible avec Donald Trump. Hein. Pour Donald Trump ne compte que les États-Unis. Il pense que les États-Unis ont la puissance pour imposer leur volonté. Il a, depuis maintenant 2017, le président de la République a réussi à établir une relation de travail avec Donald Trump. J'en ai été le témoin. Ce n'est pas facile, mais il a réussi à la maintenir. Vous savez, avec Donald Trump, on peut à peu près faire ce qu'on veut, sauf critiquer Donald Trump. Voilà. Si critiquer Donald Trump, c'est la rupture. Si vous le faites publiquement, c'est la rupture. Et le président de la République s'en est bien gardé, et cela avec beaucoup d'efficacité. Mais ils n'étaient pas là, les États-Unis, hier, pour l'écouter, le président français. Naturellement, parce que les États-Unis collent à la position israélienne. Ils ont soumis à des sanctions la délégation palestinienne. C'est quand même assez paradoxal. Et ils ont interdit à la délégation palestinienne de venir à New York pour l'Assemblée générale. Ce qui d'ailleurs est une violation du droit international. Parce que les États-Unis ont pris l'engagement de ne pas le faire. Et ils n'avaient jamais empêché les Soviétiques de venir à New York. Quel regard ils portent sur la France, les États-Unis en ce moment, les États-Unis de Donald Trump? Alors, ça dépend ce que vous appelez les États-Unis. Hein. Vous savez, Donald Trump, je dirais, porte le même regard à peu près sur tous les pays. Hein. C'est-à-dire que pour lui, les alliances ne comptent pas, les solidarités historiques ou de régime ne comptent pas. C'est seulement le rapport de force. C'est est-ce que ça rapporte aux est-ce que ça va rapporter aux États-Unis, souvent financièrement, commercialement ou militairement. Donc, il a une indifférence totale aux Européens, mais aussi aux Asiatiques et aux Africains. Et à la géographie, puisque Donald Trump a confondu à plusieurs reprises l'Arménie avec l'Albanie. Maintenant, il dit avoir mis fin au conflit entre le Cambodge et l'Arménie. On l'écoute. Le Cambodge et l'Arménie, cela venait juste de commencer et c'était grave. Imaginez ça. On a le Cambodge, l'Arménie, le Kosovo. C'est américain ou c'est juste trumpien de méconnaître la carte du monde ? Vous savez, je pense que, je vais être un peu paradoxal, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut un peu oublier Donald Trump. Donald Trump est foutraque. Bon, voilà, il fait ce genre de déclaration, mais si on se concentre sur ce genre de déclaration, on rate une chose essentielle. Cet homme, avec tous ses défauts, a une ligne politique très claire. Et cette ligne politique, il la suit. Et cette ligne politique, il le dit lui-même, c'est America First. Mais pour lui, America First, l'Amérique première, c'est en réalité America Alone, l'Amérique seule. C'est un nationaliste américain intransigeant qui pense que les États-Unis ont les moyens commerciaux, surtout d'ailleurs, plus que militaires, commerciaux, d'imposer leur volonté. Et ensuite, le reste ne compte pas. Et il est prêt à tordre le bras aussi bien des Britanniques que des Européens. Quel que soit par ailleurs, nous, ce que nous pensons être notre amitié. Ces excentricités ne doivent pas dévier de l'essentiel, on entend ce que vous dites, mais c'est frappant de voir à quel point, on va vous poser la question, est-ce qu'on passe tout à Donald Trump? Parce qu'on se rappelle de Joe Biden qui avait notamment parlé du président du Mexique au lieu du président égyptien, il avait dû justifier, tout le monde lui était tombé dessus, et Donald Trump, lui, il fait plusieurs lapsus, il confond des choses, on a l'impression qu'il se passe rien. C'est une très bonne question. Donald Trump est une catégorie en soi, aux yeux des Américains. On passe tout à Donald Trump, mais tout. Et lorsque j'étais aux États-Unis, je disais quand même, voyez, regardez ce qu'il a dit, des obscénités. Il vient d'insulter Biden, alors que Biden a un cancer. Fils de. Dans les termes on va pas traduire, mais il a dit fils de. Voilà, exactement, dans les termes les plus orduriers. Mais quand je disais ça à des Américains, eh bien, ils me regardaient en souriant, en disant, oh ben ça c'est Donald Trump. Vous voyez, donc il peut. Et moi, j'ai vu des hommes politiques américains qui ont essayé de faire du Trump. Notamment Rubio, maintenant, qui est secrétaire d'État, quand il était candidat en 2016, et aussitôt dans les sondages, il s'est effondré. Il n'y a que Trump qui peut faire du Trump. Oui, parce que Trump, aux yeux de tout le monde, il est authentique.
Ce qu'il dit, c'est lui. C'est-à-dire, il ne calcule pas. Et peut-être qu'il fait un peu peur aussi. Il est transparent. Et les Américains, il y a un peu de terreur aux États-Unis, peut-être qu'il fait peur. Ah non, mais évidemment, qui fait peur. Hein. Nous sommes dans une polarisation absolument hystérisée du conflit. On l'a vu avec l'assassinat de Charlie Kirk. Et la suite, maintenant. Donc, la polarisation ne fait que s'aggraver. Et Trump, et ça c'est intéressant, parce que chez les populistes, c'est caractéristique, au lieu d'essayer de réunifier le pays, au contraire, vous le divisez en disant, c'est nous, le camp du bien, contre eux, et il n'y a pas de pont entre les deux camps. Justement, vous faites référence à Charlie Kirk. Dimanche, Phoenix, en Arizona, les Américains lui ont rendu hommage donc à cet influenceur militant trumpiste qui a été érigé en martyr de la cause des trumpistes. Écoutez, lors de cet hommage, après qu'Erika Kirk, donc la veuve de Charlie Kirk, a déclaré qu'elle pardonnait à son assassin, Donald Trump a été beaucoup moins magnanime. Il ne détestait pas ses opposants, il voulait le meilleur pour eux. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec Charlie. Je déteste mes opposants. Et je ne veux pas le meilleur pour eux. Désolé. Qu'est-ce que vous dites quand vous Trump entendez est ça ? vindicatif, et Trump est en train d'ailleurs, en utilisant le ministère de la Justice américain, il est en train de harceler, de menacer ses ennemis. Il est 8h55 sur France Info, c'est l'heure de la question qui a retrouvé sur les réseaux. Aujourd'hui, la question qui fait sourire les diplomates. Monsieur l'ambassadeur, vous avez dans vos livres partagé de très nombreuses anecdotes de vos différentes fonctions. Est-ce que ce matin, pour nous, dans 8h30, vous pouvez nous raconter une anecdote que vous n'avez jamais racontée ? Eh bien, c'était le président de la République qui rencontrait Donald Trump. Et à un moment, Donald Trump dit « Mais pourquoi vous n'utilisez pas les OGM, les organismes génétiquement modifiés ?» Et donc, notre président de la République, en bon bureaucrate, point 1, point 2, point 3, point 4, c'était de la qualité tissé main à la française. Donald Trump n'écoutait pas, naturellement. Et à un moment, il répond mais regardez, nous, on utilise les OGM et on a une meilleure espérance de vie que vous. » Or, toute personne normale sait que l'espérance de vie des Européens est 4 à 5 ans meilleure que celle des Américains. Le président de la République s'est tu. Vous n'alliez pas avoir un débat sur les espérances de vie entre le président de la République française et le président des États-Unis. C'était quand ça, juste ? Ça devait être, j'étais là-bas, donc en 2018-2019. Mais ça vous a quand même étonné qu'Emmanuel Macron discute avec Donald Trump ? Non, lorsque je suis sorti de cette réunion, pour vous répondre, c'était une réunion assez atterrante, parce que je vous donne qu'un exemple, mais tout était un peu du même style. Je dis au président de la République, mais qu'est-ce que vous en tirez, monsieur le président de la République ? Et il répond, mais Gérard, je n'en tire rien, mais c'est l'homme le plus puissant au monde. Et c'est ce que le président de la République essaye de faire, c'est garder le contact avec Donald Trump, c'est l'homme le plus puissant au monde. Gérard Haro, vous avez été nommé en 2014 ambassadeur aux États-Unis, vous avez beaucoup fréquenté Barack Obama et aussi Donald Trump lors de son premier mandat. Qu'est-ce qui vous a frappé chez les deux ? C'est très différent de travailler avec l'autre ? C'était le jour et la nuit, hein, et je ne dis pas qui était le jour et qui était la nuit. Inversement, vous aviez d'un côté un Obama qui était le bureaucrate type, qui allait se coucher avec 60 pages de notes et qui revenait à ses collaborateurs le lendemain. C'était une machine assez froide, contrairement à ce que pensent les Français d'ailleurs. C'était vraiment un technocrate. Loin de l'image du jeune candidat chaleureux. Non, mais il n'était pas chaleureux du tout. Hein. Il était dans les relations humaines, tous ses collaborateurs, les membres du Parti démocrate d'ailleurs s'en plaignaient. Donc on avait vraiment une administration qui marchait au cordeau. Ensuite, Trump, si vous me permettez, la première fois que Trump va rencontrer Xi Jinping, moi je prends ma canne, mon chapeau, mes gants beurre frais, et je vais voir le conseiller national de sécurité américain, lui disant, mais qu'est-ce que vous avez mis dans la note d'entretien ? Et il me répond, monsieur l'ambassadeur, Donald Trump n'a pas besoin de note d'entretien. Donc ce qui voulait dire qu'il allait à l'entretien avec le président chinois, où il y a quand même des sujets un peu compliqués, il y allait les mains dans les poches. Et ensuite, on a vérifié, hein, chaque fois qu'il rencontrait Emmanuel Macron ou les chefs d'État européens, puisque mes collègues européens me le disaient, il y va, les mains dans les poches, et il dit plus ou moins ce qui lui passe par la tête. Merci beaucoup Gérard Haro pour ces anecdotes. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info. Des anecdotes à retrouver sur YouTube. Vous restez avec nous dans un instant, je vous retrouve pour les informer avec Renaud Dely. À tout de suite.